I got a passion for fashion. Les aventures d'un gobelin anti-impérialiste. L'enfant caché d'Harry Styles. Hello tout le monde! Moi c'est Flo. Et moi c'est Claire. Et bienvenue sur Illegally Blondes, la chaîne YouTube où on décrypte les discours culturels et médiatiques de notre époque. Pour ça, d'habitude, on fait des formats assez longs qui connectent plein de points pour comprendre mieux le capitalisme. Mais la vidéo d'aujourd'hui est un petit peu différente. Parce que c'est l'été, qu'on a la grande chance d'être en vacances et qu'on en avait gravement besoin après une année très intense. Donc, on vous a préparé un format plus chill et plus court que d'habitude. Dans cette vidéo, on va vous partager les obsessions avec lesquelles on a saoulé nos potes cette année. Des idées hyper niches, des œuvres qu'on a adorées, des hobbies qu'on a testés. Certains sujets sont politiques, d'autres beaucoup moins, et vu que c'est basé sur nos centres d'intérêt, on va beaucoup plus vous raconter nos vies que d'habitude. Mais on va quand même très certainement réussir à rendre ça politique, même quand ça ne l'est visiblement pas. Si ça vous parle moins que nos vidéos habituelles très structurées, pas de problème. On vous invite à regarder nos autres contenus et on revient en octobre avec un nouvel essai. Et si vous êtes ready pour un contenu plus léger, eh bien, c'est parti. Avant de commencer, si vous voulez soutenir cette chaîne, rendez-vous sur notre Ko-fi où vous pouvez nous faire des dons à partir de 1 €. On vous parle souvent du milieu de la mode sur cette chaîne, rarement dans des termes très positif. Et pourtant, moi, depuis toute petite, la mode, c'est ma passion. Je passais des heures sur Tumblr, sur des blogs de modeuses, j'allais sur des sites et je me faisais des wishlists sur Photoshop, enfin vraiment, j'étais obsédée. J'achetais absolument tous les magazines de mode, ce qui a fait énormément de mal à ma psyché au passage. Je regardais les runways d'Alexander McQueen sur YouTube en boucle, enfin bref. Seulement, s'il y a bien une chose qui définit la mode, c'est l'exclusivité. Que ce soit par les tailles, que ce soit par les choix de mannequins, par le racisme, le classisme, voilà, ou même le fait que pour travailler dans la mode, il faut être un nepo baby, hein. Et en fait, aller voir un défilé, c'est quasiment impossible sans être invité. Jusqu'à peu, on était condamnés à regarder les défilés en direct sur des live streams de merde sur Instagram. Mais ça, c'était avant que Lias n'arrive. Lias, c'est un créateur de contenu mode français qui s'amuse à parler anglais dans ses vidéos avec un gros accent français et qui a le mérite d'être plutôt vocal sur ses opinions politiques de gauche sur ses réseaux sociaux. I've been wanting to make this video for quite some time, but I feel like we, as a society, as a community, the fashion community, are not doing enough in the face of the rise of racism, homophobia, transphobia. We are not doing enough, you know? Dites-vous que le mec a quand même sorti un t-shirt fashion mais pas facho, on adore. Lias, il a explosé quand il a introduit un nouveau concept auquel potentiellement personne n'avait pensé avant, la watch party. En fait, un jour, il a balancé en story sur Instagram l'adresse d'un bar en disant venez, il y aura des boissons gratuites et on va regarder tel défilé, il me semble que c'était un défilé Dior, sur un grand écran comme si c'était un match de foot. J'y suis allée et c'était trop fun. Ça a eu tellement de succès que depuis, ça n'a fait que prendre de l'ampleur. Typiquement, la saison d'après, il a commencé à organiser des watch parties à la Caserne à Paris. Et en fait, on regardait des défilés en direct sur un écran géant qui, comme je vais vous montrer, était littéralement sur un Mac géant. Genre, c'était trop fun, c'était trop créatif. Pour être une personne qui va souvent à la watch party, ce que je trouve vraiment génial, c'est que on peut vraiment faire communauté entre personnes souvent de gauche, souvent un peu alternatives, vraiment fans de mode, et discuter entre nous quoi. On a cet espace-là. Dites-vous que le concept a tellement cartonné que Vogue a voulu récupérer le concept, mais en le rendant exclusif, ce qui n'a absolument aucun sens. Comme quoi, la mode essaye vraiment de toujours
tout récupérer. Ce sont vraiment des vampires. Il y a 2 saisons, dites-vous, Lias avait carrément loué le théâtre du Châtelet et il y avait des événements qui étaient organisés comme ça pendant toute la semaine. Il y a eu des concerts, il y a eu un défilé qui a eu lieu comme ça de manière gratuite devant tout le monde. Il y a eu des quiz pour gagner des goodies. Enfin, c'est vraiment un truc absolument énorme. Et aujourd'hui, il y a des événements, la Watch Party, partout. Il y en a à Marseille, il y en a à Lyon, il y en a dans des petits villages, il y en a à New York, il y en a à Milan, à Londres. Enfin bref, c'est devenu major. Et à la saison dernière, il y a carrément Lias qui a organisé un événement avec Petra Collins et Charlie XCX. On en est là. Et ce qui est génial, c'est que tout ça reste toujours gratuit. Et ça participe vraiment à démocratiser la mode et ça, on adore. Démocratiser la mode comme ça et pas en vendant des vêtements qui tuent les gens. De ouf. Et dans un contexte de fascisation qui touche très 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 fortement la mode, ça fait beaucoup de bien. La beauté de ce format, c'est qu'on peut vous tunneliser sur des sujets qu'on n'aurait pas forcément abordés d'habitude. Et donc, je vais vous parler d'une de mes grandes passions dans la vie, la littérature de SFFF, c'est-à-dire science-fiction, fantasy et fantastique. Ça peut parfois étonner les gens parce qu'on a souvent un peu un cliché, je crois, du fait que les personnes très féminines ne pourraient pas forcément s'intéresser à ça, ce qui est évidemment faux, mais je suis une énorme fantasy girly. Et j'ai une grosse préférence pour les récits écrits par des femmes ou des minorités de genre et qui portent des philosophies anti-impérialistes, antifascistes et anti-patriarcales. Et ça me fait rougir de vous partager ça, mais en plus d'en lire beaucoup, j'en écris aussi. À la date où on filme, c'est-à-dire le 14 juillet, je viens de finir une novella, donc un court roman fantastique, et l'année prochaine, je m'attaque à un gros roman de fantasy. Ça fait quelques années que j'écrivais ça et de la poésie dans mon coin, puis petit à petit, les dernières années, j'ai commencé à m'intéresser à des ateliers, à en parler autour de moi, à regarder les formations de création littéraire. Et c'est comme ça que je me suis aperçue avec stupéfaction que plein de gens en France méprisent la littérature dite de l'imaginaire. C'est l'industrie qui l'appelle comme ça. Pour plein de gens, c'est vraiment un sous-art. Ce qui est un peu étonnant quand on sait que le domaine de l'imaginaire, il est immense. C'est des millions de titres écrits par des centaines de milliers d'auteuristes qui n'ont pas du tout les mêmes vies, des formats de livres très différents. Par exemple, si on prend ne serait-ce que la fantasy, vous avez de l'epic fantasy, de la cozy fantasy, des livres sur des empires, des livres sur des embrouilles familiales, de la romantasy, de l'horreur, des contes, des pavés qui peuvent assommer quelqu'un si on essaye de vous cambrioler, ou des tout petits recueils de nouvelles. Pareil en SF, donc en science-fiction, on a du solarpunk, du cyberpunk, des dystopies, des utopies, des robots, des dinosaures, des aliens, bref, vous avez compris. Et évidemment, il y a plein de livres qui sont extrêmement hybrides entre tous ces genres, c'est pas des catégories fixes. Donc à mes yeux, mépriser l'imaginaire, c'est aussi absurde que de dire je déteste toute la littérature générale, alors que c'est plein de trucs extrêmement différents. Et bien sûr, chacun ses goûts. Si vous n'avez pas envie de suivre les aventures d'un gobelin anti-impérialiste, y a aucun problème, perso je vais pas du tout le prendre pour moi. Là où ça me pose beaucoup plus question, c'est quand, il y a des généralisations faites par des gens qui n'y connaissent absolument rien, par exemple qui pensent que la fantasy c'est 200 déclinaisons du Seigneur des Anneaux, or j'espère que vous ne croyez pas que la littérature générale c'est 200 déclinaisons des Trois Mousquetaires, et 2, il y a une vraie dimension politique quand ça devient carrément du mépris, voire de la détestation, et notamment quand ça émane du milieu professionnel, parce que la partie élitiste de l'industrie s'intéresse pas trop, voire n'aime vraiment pas les imaginaires. Et pourquoi c'est un problème politique? Parce que malgré les figures très célèbres comme notre ami Tolkien ou notre moins ami George R. Martin, donc qui a fait Game of Thrones, eh bien ce ne sont pas que des hommes blancs du tout qui écrivent de la littérature des imaginaires. C'est majoritairement des femmes et des autoristes minorisées. Notamment parce que c'est un genre donc décrié par le mainstream, on dit qu'il est pas sérieux, qu'il est enfantin, qu'il est inutile. Donc évidemment, les patriarches de l'industrie orientent les femmes vers ce genre qui en gros est pour les enfants, les personnes qui ne réfléchissent pas très bien. Et d'un autre côté, énormément de personnes minorisées se tournent volontairement vers l'imaginaire parce que c'est vraiment un terrain d'expérimentation esthétique et politique. On peut littéralement inventer des nouvelles sociétés, d'autres façons de vivre, on peut grossir des mécanismes pour mieux les étudier, notamment avec les dystopies, ou au contraire, on peut imaginer un monde où ils ne sont pas présents. Bref, on peut sortir d'énormément de prismes patriarcaux, coloniaux et capitalistes. Je vous dis pas du tout que tous les autoristes de fantasy sont des gros gauchistes, on est bien d'accord, mais vous voyez l'idée. Mais du coup, c'est un cercle vicieux. C'est un genre qui est considéré comme mauvais, donc on y pousse les femmes, et quand elles s'expriment à travers ce genre, notamment parce qu'il leur parle en tant que personnes marginalisées, eh bien on les décrédibilise
décrédibilise d'autant plus. Et d'ailleurs, si la question de la décrédibilisation de l'écriture des femmes en général vous intéresse, il y a un excellent essai qui vient d'être traduit en français de Johanna Russ qui s'appelle « Comment torpiller l'écriture des femmes ». Et comme par hasard, c'est une autrice de science-fiction et de fantasy. Mais justement, j'ai envie de vous proposer mes petites recommandations de lecture pour vous introduire aux imaginaires. Elles sont très différentes, je dis pas du tout que ces livres sont parfaits, mais je trouve qu'ils ont des éléments artistiques, qualitatifs et politiques qui sont super intéressants. Le premier, c'est la 5e saison de N.K. Jemisin. C'est l'histoire d'un monde alternatif de fantasy qui est basé sur une forme d'esclavagisme et qui est touché par une apocalypse catastrophique. Et donc on suit les personnages qui essayent de survivre et de naviguer cette apocalypse. C'est un livre profondément afroféministe, extrêmement fin sur la psychologie du personnage parce que l'autrice est aussi psychologue, mais trigger warning, c'est extrêmement dark. Ça n'est pas ma reco la plus fun, mais littérairement parlant, je ne vous dis rien, juste vous allez vous prendre une claque face au génie de cette femme en termes de structure. En deuxième reco, beaucoup plus accessible, il y a toute l'œuvre d'une autrice qui s'appelle Samantha Shannon. Elle a écrit 2 univers, celui du Prieuré de l'Oranger qui est plutôt de l'épique fantasy un peu classique, il y a des dragons, des voyages entre plein de continents, etc. Et l'autre, The Bone Season, qui est une version alternative de notre futur, où une minorité de personnes dotées de pouvoirs magiques organise une révolution contre un état fasciste. Littéralement, c'est l'organisation de toute cette révolution. Et ce qui est intéressant avec Shannon, c'est qu'elle a commencé à écrire très tôt. Donc vous allez voir dans les premiers livres, notamment les premiers de The Bone Season, il y a quand même des passages où vous êtes en mode bon, c'est un petit peu hétéronormé cette histoire, c'est normal, elle l'a écrit à 19 ans, mais petit à petit, elle s'est aperçue que c'était une femme queer, une femme lesbienne, elle a affûté sa plume, et du coup, vous la voyez vraiment progresser idéologiquement et techniquement, donc c'est super agréable, et en même temps, du coup, ses premiers bouquins sont très faciles à lire, il n'y a pas un gros effort à faire, donc si vous voulez lire un truc un peu page-turner sur la plage, c'est le bon truc. Et une dernière reco, après on passe à autre chose, une autre autrice que j'adore, c'est Susanna Clarke. J'ai lu 2 livres d'elle qui n'ont rien à voir, Jonathan Strange and Mr. Norrell. En gros, c'est si Jane Austen vous écrivez un pavé sur les magiciens du 19e siècle, donc c'est très marrant. Et Piranèse, beaucoup plus récent, qui est un livre très onirique, beaucoup plus court. Je peux pas vous dire grand chose sur Piranèse, il faut juste le lire. Et elle a donc des œuvres très différentes, mais il y a 2 constantes. Elle déteste les hommes de science et elle a une prose incroyable. Bref, pour conclure cet énorme tunnel, la littérature de l'imaginaire, c'est un terrain d'expérimentation politique, et donc vous faites ce que vous voulez, vous en lisez ou pas, mais si vous éprouvez des sentiments extrêmement négatifs à son égard, peut-être demandez-vous pourquoi. S'il y a bien une chose qui a donné naissance à mes goûts esthétiques, à mes goûts musicaux, à absolument tous mes centres d'intérêt ainsi qu'à mes habitudes sur les réseaux sociaux, c'est Tumblr. Fermez les yeux, vous êtes en 2013 en train d'écouter l'album Born to Die de Lana Del Rey, vous écoutez les 1975, vous repostez des quotes du film The Perks of Being a Wallflower, vous republiez des quotes de tous les livres de John Green, vous regardez The Virgin Suicides et Sofia Coppola, bref. Vous avez l'image. En fait, depuis la nuit des temps, je suis ce qu'on appelle une chronically online girl. Et s'il y a bien une autrice qu'on retrouvait absolument partout sur la plateforme, c'est Sylvia Plath. Sylvia Plath était une autrice et poétesse américaine. Elle est notamment connue pour avoir écrit le recueil de poèmes Ariel et The Bell Jar. The Bell Jar, ou La cloche de détresse en français, est un véritable monument de la littérature américaine. C'est un roman d'inspiration autobiographique qui raconte la première dépression de l'autrice alors qu'elle était en stage de journalisme au début de sa vie d'adulte à New York. Malheureusement, Sylvia est bien sûr connue pour sa plume, mais aussi pour son destin tragique. Elle s'est donné la mort en ouvrant le gaz de son four et en le laissant envahir sa cuisine. Et la façon dont elle s'est donné la mort a énormément inspiré la pop culture. En effet, on a une scène de suicide similaire dans le film The Virgin Suicides de Sofia Coppola, et on a aussi notamment des références dans la musique. Je pense notamment à l'une des meilleures chansons de Lana Del Rey qui s'appelle Hope is a dangerous thing for a woman like me to have. Elle dit, je vous mets les paroles ici, 24/7 Sylvia Plath, relatable. Or, s'il y a bien une chose que Tumblr adore, ce sont les femmes tristes. Aujourd'hui encore, Sylvia Plath est vue comme un martyr du féminisme de la seconde vague. Elle est comme un symbole de ce que le patriarcat peut faire aux femmes en termes de santé mentale, en termes de domestication et en termes d'invisibilisation. Alors forcément, quand j'ai commencé à voir des edits sur Sylvia sur TikTok, je me suis dit cette fois c'est bon, je vais
creuser quelle était la vie de cette femme et pourquoi a-t-elle mis fin à ses jours de cette manière-là. Malheureusement, comme je vous le disais tout à l'heure, Sylvia Plath, elle est connue pour sa plume, elle est aussi connue pour son destin tragique, et elle est aussi connue pour sa relation amoureuse. Et là, préparez-vous, sortez vos red flags. Oh non. En effet, Sylvia est aussi connue pour sa relation amoureuse avec le poète Ted Hughes, avec qui elle a eu 2 enfants. Et cette relation, quand on se penche un petit peu dessus, qu'on va voir les articles de presse, les livres, etc., elle est décrite comme une relation passionnelle entre 2 poètes torturés. Est-ce que vous sentez le truc venir ou pas? Donc moi forcément, j'ai voulu aller creuser. Et le chemin a fait très mal. Parce que j'ai appris que 1. Ted Hughes la trompait dans tous les sens. 2. Il la battait, il était extrêmement violent. 3. Il a fait disparaître plusieurs de ses écrits. Et 4. Que la maîtresse avec qui il s'est mis en couple après que Sylvia soit décédée, il l'a forcée à vivre seule dans l'appartement dans lequel Sylvia s'est suicidée. Et que cette meuf, elle s'est suicidée de la même manière que Sylvia Plath. C'est absolument horrible, 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 horrible. Cet homme est une menace pour les femmes, enfin était. Après être tombée dans ce rabbit hole là, je me suis dit qu'il était enfin temps pour moi de lire La Cloche de détresse. J'ai eu la chance quand j'étais en vacances en Italie l'été dernier de tomber sur un exemplaire original de The Bell Jar en anglais et je me suis dit là ça y est, c'est pour moi. Je l'avais pas lu à l'époque parce que j'avais pas nécessairement le bon niveau d'anglais et aussi quelque part j'avais peur d'être déçue quoi. Quand on parle de la plume de quelqu'un dans des termes aussi élogieux, il y a un peu la peur d'être déçue au moment de lire. Et donc j'ai ouvert le livre. Et là, mais en fait elle est super raciste. Genre vraiment les gars, quand je vous dis qu'elle est ultra raciste, c'est le N-word dans tous les sens, des propos antisémites mais abjects. Et donc là je me suis dit mais pourquoi personne ne m'a rien dit? Pourquoi est-ce que personne ne m'avait prévenu? On parle quand même d'une autrice qui est extrêmement connue, pourquoi est-ce que personne n'en parle? Et donc là je me suis dit que j'allais faire des recherches pour comprendre un petit peu, pour voir si d'autres personnes avaient eu la même réaction que moi. Et là, pas d'articles de presse, pas vraiment de livres qui en parlent, juste des articles de blog et quelques threads sur Reddit. Reddit, toujours le meilleur. Exactement, vive Reddit. Globalement, les propos qui revenaient le plus souvent, c'était de dire « il faut séparer la femme de l'artiste » ou encore « oui, mais vous comprenez, c'était l'époque, il faut remettre les choses dans leur contexte ». Et bon, encore une fois, petit point contexte, ce que j'ai découvert, c'est que lorsque Sylvia était petite, elle était extrêmement proche de son père, Otto Plath, qui est un Allemand qui est parti au moment de la guerre aux États-Unis, non pas parce qu'il était nécessairement fâché avec Hitler, mais juste pour le confort. Et toute sa vie, Sylvia Plath a vraiment gardé une espèce de relation extrêmement complexe avec son père, et j'ai beaucoup entendu parler d'elle, mais je l'ai jamais lue. Mais c'est vrai que dans les cercles un peu féminisme, littéraire, santé mentale, j'ai l'impression que les gens sont plutôt fans d'elle. Ah oui, de ouf. C'est un peu bizarre que personne parle de ça. Enfin, c'est hyper choquant comme aspect de son œuvre. Mais vraiment, les gars, j'insiste. Vous tapez Sylvia Plath racist sur Google, il y a très peu de choses qui ressortent. Et c'est vraiment essentiellement des blogs et du Reddit. C'est hallucinant. Du coup, est-ce que Sylvia Plath avait une très belle plume? Oui. Est-ce que c'est une icône de la littérature américaine dont il peut être intéressant d'étudier les œuvres? Oui. Est-ce qu'elle a grandement impacté la pop culture? Oui. Maintenant, est-ce qu'on doit mettre de côté le fait qu'il s'agit d'une femme blanche très très raciste? Bien sûr que non. Et du coup, si vous aimez la poésie et que vous avez envie de lire de très beaux textes qui parlent de santé mentale, on vous met plein de rêves ici. Et en parlant de passer du temps sur internet, on aborde une obsession peut-être un peu moins positive, car c'est une addiction. Depuis environ 2 mois, je suis addict au scrolling. Je peux regarder des centaines de posts et surtout de vidéos sur Instagram et sur YouTube Shorts. Ça me prend des heures de repos, de travail et de fun, et pourtant c'est très difficile de m'arrêter. J'ai toujours eu un rapport un peu addict aux écrans. Petite, je pouvais passer des heures sur ma Nintendo DS, mais avec les réseaux sociaux qui sont vraiment conçus pour être addictifs, je suis d'autant plus vulnérable. La situation s'est vraiment dégradée il y a environ 2 mois, quand j'ai commencé à avoir des horribles douleurs chroniques au dos et aussi
aussi une tendinite au coude et au poignet qui en fait m'ont mis dans une situation de semi-handicap temporaire où en gros le moindre geste du quotidien, par exemple soulever une pile d'assiettes ou mettre mon ordi et le porter dans mon sac pour aller au bureau que je loue avec des copines, et bien ça aggravait mes douleurs, ça aggravait mon risque de blessure et donc je me suis retrouvée extrêmement immobilisée et isolée. C'est-à-dire que même si je voyais des gens le soir, le week-end ou quoi, bah la journée j'étais quand même enfermée. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à scroller sale. Aujourd'hui ma vie va beaucoup mieux et du coup j'espère que mon scrolling va aller mieux, en tout cas quand sort cette vidéo, c'est-à-dire le 23 août. Mais pour le moment, au 14 juillet, c'est pas trop ça. Et en vrai, c'est un problème hyper commun, notamment si vous nous regardez, ça veut dire que vous traînez quand même un peu sur internet et il y a une fine ligne entre l'utiliser et l'utiliser beaucoup trop. Du coup, vu que j'ai réuni plein de pistes pour m'aider, je me suis dit bah pourquoi pas vous les partager, comme ça avec un peu de chance, ça rendra service à la commu. Premièrement, je pense que c'est hyper important de comprendre pourquoi on scrolle. Parce que oui, dire ah le scrolling c'est un mécanisme addictif, d'accord, mais ça nous donne pas forcément des solutions qui répondent à notre contexte. Par exemple, j'ai identifié à peu près 5 raisons pour lesquelles je scrolle. Quand je me sens isolée, parce que ça me donne l'impression d'être connectée au monde. Quand j'ai une crise dans ma vie, parce que ça m'aide à m'évader ou à m'anesthésier. Quand j'ai moins l'occasion de bouger et de faire du sport, donc typiquement en étant blessée et que mon cerveau qui des fois va très vite, donc spirale très vite, bah il faut qu'il ait un ancrage. Si on peut plus bouger, il va un peu s'atrophier sur lui-même, je sais pas comment dire. Parce que c'est tellement simple de scroller, c'est beaucoup plus facile à mettre en place que quasiment n'importe quoi d'autre, il vous suffit de prendre votre portable et de faire juste ça. Et enfin, parce que le scrolling, c'est énormément de stimuli visuels et que sur moi ça marche extrêmement bien. Donc une fois que j'ai tous ces éléments en tête, je peux mettre en place une solution qui peut m'aider. Et avant tout, je vous dirais vraiment, si vous êtes concerné, de ne pas culpabiliser. Franchement, l'année 2026 est hyper difficile pour tout le monde, que ce soit du point de vue perso ou évidemment du point de vue politique. On fait ce qu'on peut dans un monde de merde. Mais c'est vrai que des fois, nos coping mechanisms, bah ils nous aident à flotter et parfois en fait ils nous font couler au bout d'un moment. Donc on peut essayer de trouver des solutions. Et le truc hyper intéressant, c'est que je parlais de tout ça avec mon hypnothérapeute et elle m'a dit que le scrolling, c'est un type de transe. Comme quand vous êtes en hypnose, vous faites un type de transe. Donc c'est un état psychique altéré, et à titre personnel, je ne savais absolument pas ça. Et visiblement, mon cerveau, comme la plupart des cerveaux je pense, a besoin de ces états alternatifs, notamment quand il doit supporter un poids très lourd. Donc ça se comprend, mais du coup il faut juste trouver des transes qui sont moins addictives. Heureusement pour moi, il y a un type de transe qui m'est très accessible et que j'aime beaucoup, la lecture. Parce que oui, breaking news numéro 2, si vous voyez des images quand vous lisez, parfois vous avez carrément l'impression de visionner un film, vous êtes dans un état de transe. Alors si ça peut vous aider, prenez un livre doudou, un livre facile à lire, un livre page-turner que vous voulez pas lâcher, que vous pouvez trimballer tout le temps dans votre sac, et dès que vous avez envie de scroller, vous lisez quelques pages, ça fera de la gratification immédiate, ça peut être pas mal. Et bien sûr, on y va mollo. Je pense que selon mes états, le petit gobelin un peu junkie dans ma tête va câbler si je lui enlève toutes ses sources de décharge cognitive d'un coup alors qu'il est fatigué. Donc on peut peut-être jouer aux jeux vidéo, mais pas scroller, comme ça on a quand même les écrans, mais c'est moins zombifiant. Donc en gros, trouvez vos trans low maintenance. Et j'ai aussi une activité qui induit un type de transe un petit peu plus avec des efforts, mais je vous en parlerai après. Autre solution, pour les plus galériens d'entre nous, il nous faut des outils de blocage concrets. Donc j'utilise Stay Focused sur Chrome et AppBlock sur le portable. Ça met des limites de temps d'utilisation, des limites d'horaire où c'est autorisé, et surtout, il y a un mode strict, c'est-à-dire un mode où vous bloquez les settings de l'application et vous ne pouvez plus y toucher. Moi, si j'ai pas le mode strict, je désactive l'appli et je continue de scroller. Et enfin, en dernier tips, je vous conseillerais vraiment d'en parler autour de vous, que ça soit pour mettre le mode strict de vos applications. Moi, je sais que là, je pars en vacances avec des proches, ma famille, etc. Et vraiment, je vais leur demander à l'heure du goûter tous les jours d'être en mode tiens, est-ce que tu as mis ton mode strict et tu as bloqué ton application? Comme ça m'aide en fait, tout simplement. Encore une fois, je pense qu'il y a strictement aucune honte à avoir et du coup, bah, c'est bien de se faire aider. Donc, si on résume notre plan décrochage du scrolling, comprenez à quel besoin le scrolling répond pour vous, trouvez des alternatives reposantes et atteignables, utilisez des outils de restriction et demandez de l'aide. Changement complet d'ambiance, je vous préviens les gars, je suis en train de remettre toute ma vie en question, j'arrive pas à croire que je vais vous parler de ça sur cette chaîne YouTube, mais c'est parti. Si je vous dis Larry Stylinson, ou encore Drari, ou encore Gaylor, est-ce que ça vous parle? Si je vous dis Ship Culture, ça vous évoque quelque chose? Si oui, vous avez sûrement passé autant de temps que moi dans les mêmes coins d'internet et je suis désolée pour vous. Pour celles et ceux qui ne savent pas de quoi je parle, petit moment définition. La ship culture, qui vient du verbe to ship
en anglais, désigne le fait de fantasmer une relation entre deux personnages de fiction ou entre personnes réelles. Donc par exemple, quand on dit Larry Stylinson, on parle du ship entre Harry Styles et Louis Tomlinson des One Direction. Ou encore entre Harry Potter et Draco Malfoy. Fuck J.K. Rowling en passant. Ou encore entre Taylor Swift et absolument toutes ses amies féminines, vous allez voir ça. C'est une pratique qui était omniprésente, devinez où ? Oui, sur Tumblr, qui a donné naissance à un tas énorme de fanfiction et qui existe encore aujourd'hui, notamment sur TikTok. A priori, c'est plutôt fun, non ? Ça permet d'avoir déjà de la représentation pour les personnes queer, étant donné qu'il y a énormément de ships qui sont entre des personnes gays, des personnes lesbiennes, des personnes trans. Ça permet d'adopter une grille de lecture queer par rapport à des œuvres de fiction plutôt hétéronormées, donc qu'on a lues quand on était enfant. Et puis même quand c'est des personnes réelles, c'est plutôt fun, non ? Bref, prenons l'exemple de Larry Stylinson. Eh bien, dans les années 2010, il y a énormément de gens qui ont commencé à shipper Harry Styles et Louis Tomlinson. À un point où c'est devenu tellement massif qu'on a inventé un mot pour ça, les Larrys. Sauf que, comme beaucoup de choses sur internet, c'est très vite parti en vrille. En effet, les internautes sont passés de « Oh, ce serait tellement mignon qu'ils soient ensemble » à « Et si on allait harceler leurs petites amies sur les réseaux sociaux en les accusant d'avoir été payés pour sortir avec eux, en les empêchant de vivre leur romance au grand jour ?» Remarquez que c'est toujours les meufs qui s'en prennent plein la gueule dans ces histoires, mais soit... Oui, c'est vrai, c'est une constante de la vidéo. Là où c'est ouf, c'est qu'il y a carrément des Larrys qui ont déclaré que même si Harry ou Louis niaient qu'ils étaient ensemble, elles ne les croiraient pas. Et elle ne les croirait jamais. Et d'ailleurs, dites-vous que c'est allé tellement loin que lorsque Louis Tomlinson a eu un enfant avec sa copine, les gens ont monté des théories comme quoi c'était en fait l'enfant caché d'Harry Styles. D'ailleurs, cette histoire me permet de faire la transition parfaite. On va parler de Taylor Swift. Pourquoi ? Parce que Taylor Swift, elle a aussi été la cible des Larrys quand elle a commencé à sortir avec Harry Styles en 2012. Elle s'est pris un des harcèlements misogynes les plus énormes qu'on ait jamais connus à cette époque-là. Et elle aussi, elle a toute une communauté de fans qui pensent qu'elle est lesbienne. On appelle ça le mouvement Gaylord. Il s'agit d'une théorie du complot, comme quoi elle serait secrètement lesbienne et qu'en fait tous ses petits amis sont gays et ont été engagés pour faire semblant de sortir avec Taylor, de sorte à ce qu'ils soient tous les deux protégés dans leur réputation. Et dites-vous que tout ça, encore une fois, c'est allé très loin. Il y a carrément un article qui a été publié en 2024 dans le New York Times pour défendre le Gaylorism. Et selon les Gaylord, la discographie de Taylor Swift serait en fait pleine de messages cachés et d'easter eggs qui indiqueraient que telle chanson a été écrite pour Diana Agron, telle chanson a été écrite pour Karlie Kloss, et ça ne s'arrête jamais. Il y a carrément des gens qui pensent encore aujourd'hui que le mariage de Taylor Swift avec Travis Kelce est en fait faux. Genre t'as un quartier de New York qui a été bloqué, mais c'était pour de faux. Ils ont bloqué Madison Square Garden pour les vibes. Dans la grande traduction d'Illegally Blonde, c'est le moment pour moi de faire un petit disclaimer. Effectivement, je peux comprendre l'intention de base, en tant que personne queer, d'aller chercher de la représentation là où on peut. On en a encore trop peu. Et en ce qui concerne Taylor Swift, on parle quand même de quelqu'un qui a tissé pendant 20 ans une relation parasociale sous stéroïdes avec ses fans. Et effectivement, elle a des paroles qui sont très gays quand on les écoute vraiment attentivement. Mais en fait, ce qui est particulièrement intéressant avec la ship culture, c'est que ça dit beaucoup de choses sur les théories du complot. Ça dit énormément de choses sur les billets de confirmation, etc. Et là où j'ai vraiment envie d'insister, c'est que ça nous montre aussi à quel point le culte de la personnalité, c'est toxique. Et qu'en fait, quand on met quelqu'un sur un piédestal, on le déshumanise. Enfin, typiquement, les Larrys, donc des personnes qui sont censées être extrêmement fans d'Harry Styles et Louis Tomlinson, disent « Ah non, mais peu importe ce qu'il dit, je le crois pas. » C'est quel niveau de déshumanisation, ça ? Ouais, en vrai, calmez-vous. Puis les célébrités sont des gens qui font plein de trucs cool, mais c'est aussi pas des gens ouf en général, donc peut-être juste chillons un peu. Et surtout, on ne les connaît pas. Si le sujet vous intéresse et que vous avez envie de creuser, il y a la géniale youtubeuse Chance Pierre qui a sorti 2 vidéos sur le sujet.
C'est probablement la séquence la plus chill que je ferai jamais pour cette chaîne YouTube. Cette année, je me suis mise à un nouveau hobby qui me fait vraiment plaisir et que je ne vais pas lâcher. Et pourtant, je veux faire beaucoup d'activités. Genre, j'ai envie de me remettre au skate, je danse toutes les semaines quand je suis pas blessée, mais avec le capitalisme qui grignote notre temps, il faut bien choisir. Et j'ai toujours été attirée par les arts visuels, la photo, le dessin, mais je suis extrêmement nulle en dessin, donc c'était pas le bon truc pour moi. Mais donc, cette année, j'ai trouvé un hobby qui combine vraiment cet aspect visuel avec mes capacités, on va dire, et c'est l'aquarelle. C'est trop marrant parce qu'on a une artsy girly et une gym girly, genre nous sommes le spectre de la féminité. Et l'aquarelle, ça me fait énormément de bien à la santé mentale, donc je me suis dit que, encore une fois, j'allais peut-être vous partager le truc parce que ça peut servir. Le premier truc qui fait que, à mes yeux, l'aquarelle, ça peut être vraiment chouette pour la santé mentale, c'est qu'il existe des centaines, voire des milliers de tutoriels gratuits, très accessibles, qui nous permettent de faire des très jolies choses en 30 ou 40 minutes. Et dans mon cas, voir dès les premiers coups de pinceau des super jolies couleurs prendre forme et ensuite des images très cute, bah ça a été vraiment magique. Notamment parce que, comme je vous le disais, j'ai traversé des choses difficiles qui faisaient qu'en février, j'étais en dépression, qui est guérie depuis, mais donc j'avais conscience que la dépression, ça détruit un peu notre estime de nous-mêmes, donc je cherchais des petites techniques pour me rappeler que j'étais pas juste une petite boule toute nulle. Et vraiment, ces tutoriels, ça m'a accompagnée dans la découverte de l'aquarelle, notamment la chaîne de Gnagnani que je vous recommande et que je bénis, et aussi ces deux tutoriels techniques. En fait, ça dure 10 minutes et après vous avez vraiment des bases très faciles. Deuxième truc très cool pour l'aquarelle et la santé mentale, ou peut-être là pour ma santé mentale, c'est que certes c'est accessible, mais bien sûr c'est un art qui requiert un minimum de technique. Mais heureusement, ça n'est pas du tout relié à des domaines pro pour moi, qui relèvent donc de l'écriture avec les articles, les scripts ou même la fiction. Là c'est purement quelque chose de visuel, donc ça m'a permis d'aborder cette activité de façon non perfectionniste, en mode si je rate un détail ou une consigne, ça n'est pas la fin du monde. Et là vous vous dites peut-être oui, c'est très sain et logique comme approche, mais j'ai un petit problème de perfectionnisme, donc j'ai vraiment abordé ce hobby volontairement en me disant là je vais me détendre. Et ça a super bien fonctionné, notamment avec les tutoriels, on commence vraiment à faire confiance aux autres, à comprendre où ils veulent nous mener, et au début on est là en mode qu'est-ce que ça va donner cette espèce de flaque violet foncé, et à la fin on est en mode waouh, en fait ça peut donner ça quand on prend le temps, c'est super quoi. Vraiment les gars, genre il faut qu'on s'habitue à faire des choses mal pour pouvoir les faire de mieux en mieux. Ça a l'air débile mais c'est vital. C'est normal. On a besoin de ça, c'est normal. Mais il y a une différence entre se dire qu'il faut faire ça et le faire. Et vraiment faites-le, faites de l'aquarelle. Et du coup aujourd'hui je suis hyper curieuse, je commence à faire mes propres peintures, je fais des tests, des pâtés, des ratages, je rigole bien, et ça m'a même aidé à m'améliorer dans mon processus d'écriture créative. Je saurais pas vous dire pourquoi, mais en gros maintenant je me sens plus à l'aise. Et le dernier truc très cool avec l'aquarelle et la santé mentale ou les hobbies en général, c'est que c'est extrêmement transportable. Il vous faut juste votre palette, un pinceau, une petite gourde, du sopalin, et vous pouvez mettre tout ça dans votre sac et aller faire de l'aquarelle 2 heures ou 5 minutes selon votre mode de vie. Donc c'est très accessible. Le seul bémol, c'est qu'il faut faire un petit investissement pour avoir le matos au début, entre 30 et 50 euros je dirais. Après, vous êtes good pour un bon moment. Là où je vous invite à investir, c'est dans une palette un minimum qualitative. Aux dernières vacances, j'essayais de peindre un moineau avec une palette complètement claquée au sol, et en fait j'avais pas les bons pigments, les bonnes profondeurs de pigments sur la palette, donc j'ai galéré, et en fait c'est juste qu'il fallait un meilleur matos. Mais donc aujourd'hui, j'utilise une palette Winsor & Newton avec donc des couleurs de base. J'ai pas retrouvé la référence exacte sur internet, mais voici quelque chose qui est approchant. Et en plus du pinceau qui vient avec cette palette, je vous conseille d'acheter un petit pinceau tout fin chez genre Rougier et Play, et aussi de la peinture blanche opaque, parce que vous allez voir, ça va être quand même souvent utile ces deux outils dans les ateliers. Une fois que vous avez tout ça, vous pouvez vraiment couvrir des très grandes bases. Et évidemment, si vous vous y connaissez en aquarelle et que vous avez des plans pour du matériel moins cher, n'hésitez pas à le dire en commentaire, je suis une débutante, on est tous preneurs pour du matos plus accessible. Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, en dehors de mon activité sur YouTube, je suis consultante en communication digitale dans le monde du livre. Je travaille notamment avec une librairie féministe indépendante et avec une maison d'édition bien gaucho. Donc des livres, j'en lis beaucoup. Et ce qui est génial, c'est que pendant des années, j'ai vraiment eu un complexe d'infériorité intellectuelle, et depuis que je travaille dans le monde du livre, je suis ultra fière de ma culture littéraire. Cette année, il y a vraiment un livre qui m'a foutu une énorme claque. C'est Dans la jungle d'Adeline
Dieudonné. Alors, ici je vais mettre un trigger warning pour violence domestique, violence conjugale et féminicide. Si ces sujets sont vraiment trop durs à aborder pour vous, vous pouvez aller à ce timestamp. Le livre nous spoil la fin dès le départ. Un homme a tué sa femme et ses 2 enfants et s'est suicidé ensuite. On est chez le notaire et leurs 2 familles doivent gérer la succession. L'ouvrage, il se déroule dans un milieu bourgeois belge du Brabant wallon. Et là, c'est le petit moment contexte. En gros, en Belgique, oui, je suis belge, on va y revenir après. En Belgique, on a la Wallonie et la Flandre. La Flandre est plutôt riche, la Wallonie est plutôt pauvre. Au milieu, entre guillemets, on a Bruxelles. Sauf qu'en fait, dans la banlieue de Bruxelles, on a d'un côté le Brabant flamand et de l'autre le Brabant wallon. Le Brabant wallon, c'est une des zones les plus riches et bourgeoises de Belgique. En fait, on y retrouve surtout des personnes qui vont travailler en costume le matin à Bruxelles et qui ensuite rentrent chez eux dans le Brabant wallon avec leur super villa et leur super piscine et ils votent tous à droite. Wouh! Bienvenue à Lannes, endroit iconique du Brabant wallon. Chômeur. Regarde la Porsche quoi, putain magnifique. Incroyable, incroyable. Ça c'est moi si j'étais pauvre. Et pour mes chers compatriotes, notre histoire, elle se déroule à Waterloo, aka la ville de l'enfer, selon moi. Et ce que j'adore avec ce livre, c'est qu'en fait, l'autrice, elle vient de ce milieu très bourgeois Brabant wallon et elle règle ses comptes avec son milieu social. Et qu'est-ce qu'on aime plus qu'une femme qui règle ses comptes, je vous le demande. Cet ouvrage, il décortique avec énormément de délicatesse ce qui fait une relation d'emprise, mais aussi la cage que peut être la condition féminine ou encore le silence que l'on retrouve énormément dans les familles bourgeoises. Autre chose, on montre bien que les féminicides, ils peuvent être commis par des bons pères de famille, par des hommes qui vont boire des bières avec leurs potes, que tout le monde adore, que tout le monde trouve ultra sympa, qui ne montrent jamais vraiment qu'ils sont violents en public, mais qui C'est hyper juste ce que tu dis, c'est que malheureusement, et sans vouloir nous rendre paranoïaques, les statistiques le démontrent, il y a énormément d'hommes violents et pourtant il y a plein d'hommes qui sont à peu près sympas ouvertement. Et notamment quand on est extrêmement violent, ça peut être une stratégie consciente de présenter une image publique extrêmement sympathique. Comme ça, notre victime est d'autant moins crue parce que ça rentre d'autant plus en dissonance avec ce que les autres personnes connaissent de nous. On s'intéresse à la santé mentale quand on est féministe parce que c'est un outil pour nous protéger. Tout à fait. Et en fait, pour être totalement honnête avec vous, ce livre, il est un peu venu me chercher à un moment très particulier dans ma vie. Les violences domestiques, je connais, les violences conjugales, je connais, mais bizarrement, avec les féminicides, c'est quelque chose que j'ai toujours considéré comme étant éloigné de moi. C'est pas un sujet que je croisais nécessairement dans mon quotidien. Et un jour, je me suis pris une énorme claque en me rendant compte qu'une amie qui est extrêmement chère à mon cœur avait failli être victime. Et qu'en fait, quand on commence vraiment à écouter les récits des femmes autour de nous, on se rend compte que les féminicides, ça peut vraiment arriver à toutes les femmes. Désolée, c'est pas la partie fun de la vidéo, mais c'est le moment, on a une audience, donc on en profite pour vous le dire. Exactement. Sans du tout vous rendre paranoïaque ou quoi, dites-vous que n'importe quel homme qui peut être un petit peu violent, c'est démontré, ça s'appelle le continuum féminicidaire, il a la potentialité d'être un meurtrier. Ça ne veut pas du tout dire qu'il l'a déjà été ou qu'il le sera, mais tout simplement pour vous protéger. Si jamais vous voyez que votre copain n'est pas cool avec vous, essayez d'en parler à des amis de confiance qui vont pas vous juger et vous sermonner, mais comme ça notamment, le fait de dire à voix haute ce qu'on vous a fait, ça permet de l'entendre et souvent ça permet de trouver la force de peut-être mettre de la distance. Ça s'appelle en fait de l'emprise coercitive et il y a un livre excellent qui vient de sortir dessus qui s'appelle Méfiez-vous des hommes qui se disent féministes de la poétesse Flora Souchier et alors elle parle pas de féminicide dedans mais en tout cas ça peut tout à fait y mener et c'est vraiment un bon outil pour qu'en fait on soit armé en termes psychologiques pour comprendre ce qui se passe et pour demander de l'aide. Un autre point qui m'a énormément touchée avec ce livre, c'est qu'en fait c'est une Belge qui l'a écrit et donc il est bourré de références à la Belgique, il est bourré de références pop culture qui nous sont propres et bourré de belgicisme. Et ça, en tant que personne qui consomme énormément de littérature, ça fait du bien parce que les milieux littéraires français sont quand même vachement élitistes et regardants sur le langage. Or, je vous conseille vraiment d'aller lire des livres qui sont écrits en québécois, en belge ou encore en suisse, parce que le français de France n'est pas le seul français. Et vraiment petit shout-out à la littérature belge qui est vraiment très particulière et qui vaut vraiment la peine.
Et pour finir cette vidéo, je voulais vous présenter quelques mentions honorables. Parce que, vous l'aurez vu, j'ai beaucoup d'obsessions et je n'ai pas su déterminer lesquelles je voulais le plus vous montrer et ma partie est beaucoup plus longue que celle de Flo, donc il faut foncer. Donc, recommandation avec très peu de justification. Le livre L'antifascisme de l'historien Marc Bray, parce que je voulais me renseigner sur le mouvement Antifa, son histoire et ses mouvances actuelles, c'est très intéressant, allez-y. Cet épisode du podcast A Bit Fruity de Matt Bernstein, où une ex-compagne d'Elon Musk raconte comment elle s'est déradicalisée de l'extrême droite et qu'aujourd'hui elle est un petit peu plus progressiste. Ils sont pas du tout complaisants avec elle pendant l'interview, vous n'êtes pas du tout obligé d'entrer en empathie, mais c'est quand même un truc qui fait vraiment du bien et qui donne de l'espoir. C'est génial. Le compte Instagram de Dave Shariati, qui est un militant et qui chaque semaine, voire même chaque jour, il analyse des articles ou des prises de parole de politiciens et politiciennes d'organismes qui se réclament de gauche et qui pour autant font constamment alliance avec la Macronie et donc avec l'extrême droite. Tout est sourcé, tout est factuel, les explications sont extrêmement claires, ce compte est d'utilité publique, allez le suivre et envoyez-lui du love. Et pour finir quand même sur une note positive, vous aimez regarder des émissions d'improvisation, des game shows mais vous n'avez pas envie de donner votre argent à des salopards, eh bien j'ai la plateforme pour vous. Dropout TV, qui est une plateforme américaine qui est réputée pour embaucher des gens syndiqués, ils payent pour leurs auditions, le cast est hyper diversifié et bien traité, ils font des dizaines d'émissions, des retranscriptions de Donjons et Dragons, des trucs d'impro théâtrale, en fait c'est comme si vous voyez des humoristes et des comiques placés dans plein de situations, il y a vraiment un peu pour tous les goûts, différents types d'humour, personnellement moi je me plie de rire, et voilà, je ne peux que vous conseiller cette plateforme. À titre personnel, j'aime beaucoup les émissions Game Changer et Make Some Noise, notamment les dernières saisons. Et voilà, on vous a donné assez de matière pour taper des obsessions pendant 1 an et achever votre entourage à grands coups de tunnel. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, on espère que ça vous aura plu et que vous y avez trouvé des outils qui vous feront du bien. N'oubliez pas de commenter, de vous abonner et de liker la vidéo pour nous soutenir. Et un énorme merci d'ailleurs aux personnes qui nous ont soutenus sur Ko-fi. Sonia, Maya, Coco, Clem et Pam, Nini, Sacha, Lina, Oui Oui, Zoé Alexine et tous les anonymes. Bye.